Ces produits que vous voyez, ils appartiennent à une seule et même marque. Elle s'appelle Procter & Gamble et compte parmi les plus grandes multinationales au monde, avec une valeur de marché de 260 milliards de dollars. Connue pour ses produits ménagers, cette méga multinationale excelle aussi dans un domaine bien moins propre, celui de l'optimisation fiscale. Sur le site Procter & Gamble de Amiens, près de 1500 salariés travaillent à la fabrication de shampoings et lessives. L'optimisation fiscale de leur employeur, ils connaissent bien, puisque ça les concerne directement. Ce qu'on avait comme exemple à te donner, c'était surtout cette affiche-là qui était la plus criante si on parle d'évasion fiscale. On voit sur ce graphique que les dividendes qu'on verse aux actionnaires n'ont jamais été aussi élevés. Et d'année en année, donc on part quand même de 2006 jusqu'à 2018, la baisse de la part qui est rétribuée aux salariés, malgré les efforts et malgré les profits qu'on fait sur Amiens. La clé de cette affaire, c'est la participation aux bénéfices. C'est un dispositif spécifiquement français qui date de 1967. Pour adhérer franchement, ardemment à la transformation de la France, les travailleurs participent au progrès de l'expansion, que ceux-ci se traduisent en bénéfices ou en enrichissement. La participation est obligatoire. Toute entreprise qui emploie plus de 50 salariés doit verser une somme à ses employés, calculée à partir du bénéfice imposable de l'entreprise. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on nous expliquait, et c'est toujours le petit rappel qui est assez hallucinant, c'est Procter & Gamble, ça fait 130 ans, 140 ans qu'ils versent des dividendes à ses actionnaires. On va faire la 73e année qui reverse des dividendes en sans cesse augmentation, c'est-à-dire c'est plus chaque année. Et ça fait 130 ans qu'ils versent des dividendes et les dividendes, d'un coup tu peux avoir là, plus bas, mais là ça fait 63 ans que ça fait ça monte, que ça augmente chaque année. Pas bien là-dessus. Au bout d'un moment, la participation elle s'est lissée, c'est-à-dire qu'elle représente à peu près toujours la même valeur, alors que les richesses créées sur l'entreprise, sur le site, n'ont pas arrêté de croître. Donc normalement, c'est une participation au bénéfice. Plus vous créez de bénéfices, plus vous avez de participation. Là, on est dans un schéma où plus vous créez de bénéfices, vous avez toujours la même participation. Ce qui surtout nous a mis la puce à l'oreille, c'est l'arrivée de notre expert comptable. L'expert, c'est lui. Pendant près de 4 ans, à la demande des salariés, cet économiste s'est plongé dans les comptes de Procter & Gamble. En France, le cas est le suivant. Nous avons des volumes de production de plus en plus forts qui sont faits, donc c'est-à-dire une situation très très positive, mais pourtant, les résultats fiscaux n'augmentent pas. Donc forcément, il commence à y avoir un décalage où les salariés se disent « je travaille de plus en plus, je produis de plus en plus, mais ma participation au résultat n'augmente pas ». Pourquoi ? Pourquoi il y a cette situation-là ? Votre employeur a décidé de localiser les bénéfices en Suisse et non pas en France. Dis à propos de toute ta galette, comment est-ce que tu as fait ? Oh, de la galette, non. J'avais juste un peu d'argent, mais qui allait et venait chaque jour. On était dans une situation donc assez atypique où on voyait qu'il y avait une structure suisse qui s'appelait PGIO, qui était donneuse d'ordre pour les structures françaises comme PG Amiens, PG Blois, mais également pour les sociétés de distribution comme PG France, qui se retrouvaient dans une situation d'être des sous-traitantes, en fait, pour PGIO. Donc, on avait PG Amiens et PG Blois qui produisaient, c'était leur unique fonction, et PG France, elle, faisait que vendre, mais toujours pour le compte d'un seul et unique structure localisée en Suisse, qui, elle, se retrouvait dans une situation de capter toute la valeur qui avait été créée au sein de la zone France. Oh, c'est simple. Oui, c'est très simple. Ça vous semble compliqué ? Ça l'est. C'est fait exprès. Le montage fiscal de Procter & Gamble entre la France et la Suisse est décrit en détail dans un document. C'est un accord entre la multinationale, le fisc français et le fisc suisse. Un document que nous nous sommes procurés et qui détaille le fonctionnement précis du groupe. Procter & Gamble possède plusieurs sites en France. Tous sont dirigés par le quartier général européen du groupe, Procter & Gamble International Operation, PGIO, domicilié près de Genève, en Suisse. Le cœur du montage est celui-ci. Procter & Gamble prétend que ses usines et sites français ne lui appartiennent pas.
Pour le groupe américain, ses filiales françaises ne font que fournir des services à PGIO. Ça ressemble à une simple question de vocabulaire, mais c'est grâce à cet artifice juridique que le montage peut marcher. Car si ces usines françaises ne sont que des prestataires, alors les profits qu'elles réalisent ne leur appartiennent pas. Ces usines, en France, ne font qu'offrir un service à leur maison mère, en Suisse. Les profits, eux, ils appartiennent à PGIO. En échange de ces services, les usines françaises touchent une petite marge, mais l'immense majorité des bénéfices s'envolent directement en Suisse. L'avantage d'un tel système, c'est que les sites français toucheront toujours le même petit pourcentage, c'est-à-dire la marge qui leur est accordée par l'entité suisse qui est, rappelons-le, leur seul client. Et maintenant, est-ce que tout est clair? Oui. Non, mais ça me semble une bonne affaire. Bien, bien. Pour prendre le cas de Procter & Gamble France, par exemple, qui est en charge de la fonction de distribution, elle se trouve en statut de commissionnaire. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, elle est rémunérée avec une commission. La commission est de 2%. Donc cette structure va se faire rembourser ses charges qu'elle a engagées dans le processus de vente et à chaque fois qu'elle va vendre pour 100 € de chiffre d'affaires, elle va se faire rémunérer de 2 €. On se rend compte que forcément, sur un volume d'affaires assez important, eh bien, le résultat final va être assez faible, il va être que de 2%. Et c'est sur ces 2%-là qui va être le résultat final de l'entreprise, le résultat net, c'est lui qui sera imposé en France, donc au taux marginal de 33,33%. Donc forcément, on est dans une situation où le bénéfice de la vente, lui, n'est pas enregistré là où il a lieu. Il est enregistré en Suisse, en fait. Et évidemment, le taux d'imposition en Suisse est radicalement différent de celui qui est en France. C'est comme ça que je suis devenu riche. L'argent, il faut que ça rapporte. Pour ça, il faut le faire travailler. Dans son audit, Maximilien Malbette et ses collègues ont réussi à calculer combien chaque entité du groupe apporte à la chaîne de production en France et en Suisse. Dans ce graphique, on peut voir l'argent dépensé par chaque maillon de la chaîne. Plus un maillon dépense de l'argent, plus il crée de la valeur, plus il est important. Et maintenant, voici les bénéfices réalisés par chaque entité du groupe. Entre l'argent dépensé d'un côté et les profits encaissés de l'autre, il y a un véritable gouffre. Un gouffre par lequel ces profits s'échappent à Genève. Et l'avantage de la Suisse, c'est que le taux d'imposition sur les entreprises est beaucoup plus faible qu'en France. L'autre atout de la Suisse, c'est que là-bas, les salariés n'ont pas le droit à la participation aux bénéfices. Lorsqu'on est une multinationale et qu'on veut faire de l'évitement fiscal, restons polis, le principe, c'est d'arriver à transférer de manière artificielle les profits du pays où ils sont réalisés vers le pays où on souhaite qu'ils soient contrôlés et taxés. Une multinationale est généralement organisée avec une maison mère et un ensemble de filiales un petit peu partout dans le monde. Chacune de ces filiales est considérée comme une entité juridique particulière. Le prix de transfert, c'est le prix auquel les différentes filiales d'une même multinationale vont acheter les biens et les services qu'elles veulent s'échanger. Toutes les stratégies d'évitement fiscal des multinationales consistent justement à fixer un prix hors marché, un prix interne à la multinationale, qui va faire que lorsque vous êtes situé dans un pays où la taxation est forte, vous allez devoir acheter très cher et vendre peu cher aux autres filiales. Si vous achetez cher et que vous vendez peu cher, vous voyez bien que ça vient diminuer, voire annuler vos profits. Par contre, les filiales qui sont situées dans les paradis fiscaux, elles vont vendre très cher et acheter peu cher. Et comme on achète peu cher et qu'on revend très cher, là on fait beaucoup de profits. Technique pour loger les profits dans les filiales où la taxation est la plus faible. Si vous regardez le film 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil de 1982-83, vous avez un conseil d'administration d'une multinationale dans lequel le principe du prix de transfert est complètement expliqué. The fabric that we use in our factories is built at 8 francs the yard in Hong Kong. But instead of receiving it at 8 francs directly from the manufacturer, it passes through one of our Swiss affiliates. Without even opening the shipments, they send them on, but marked up to 22 francs the yard. At that price, we can't be competitive and show profit. Your cloth does arrive at 8 francs a yard at our Swiss affiliate. They send it on to you at 22 francs a yard. We have now made a profit of 14 francs a yard in a country where goods not manufactured there pay only an 8% tax. In your country, profits are taxed at 50%.
This explains, I hope, the transit of your cloth through Switzerland. Thank you for your attention. Vous avez une filiale en Suisse qui achète des matières premières peu chères, qui va les revendre très cher aux autres filiales, et donc on va concentrer les profits dans la filiale suisse. L'optimisation fiscale agressive des multinationales a un impact direct sur la vie des salariés. Lorsqu'une entreprise fait des bénéfices à des bons résultats, c'est en partie lié au travail, à la qualité, à l'efficacité du travail des salariés. Si on calcule la participation en fonction des profits, bien à chaque fois que vous diminuez les profits, vous avez un impact direct sur le calcul de cette part de rémunération supplémentaire. Ça fait quelques années qu'on s'est aperçu que les stratégies d'évitement fiscal des multinationales, oui, elles réduisent les recettes fiscales des États, mais attention, elles ont un impact aussi direct sur la rémunération des salariés concernés. Grâce au montage d'optimisation fiscale qu'ils ont mis en place, le groupe Procter & Gamble est arrivé à ne pas payer le montant de 300 millions d'euros de participation qui sont dus aux salariés. Oh, dites, on n'a pas fait attention. Donc ma fiche de paye, j'ai pas de souci, hein. Ça me gêne pas du tout, moi. Tu vois. Ma fiche de paye, elle est là. Voilà, 2386,68. Après 30 ans d'ancienneté chez PG, ça fait 31 ans et bientôt 32 que je suis chez PG, je gagne 2300 € brut. Comment est-il possible que le fisc français ait accepté un tel accord? Celui qui l'a signé s'appelle Éric Lesprit, et il était à l'époque mandaté par le fisc français. Depuis qu'il a quitté Bercy, il travaille chez le cabinet THJ, une filiale du groupe Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit financier au monde. Ces cabinets sont ceux qui préparent les schémas d'optimisation fiscale et qui sont au centre de toutes les enquêtes sur les paradis fiscaux, des LuxLeaks aux Panama Papers. Pour Éric Lesprit, l'accord entre le fisc français et Procter & Gamble n'a rien d'extraordinaire. Alors encore une fois, je ne peux pas vous répondre sur ce point-là parce qu'à la fois je ne garde pas le souvenir précis de ce dossier, mais parce que de toute façon, par principe, l'administration ne s'exprime pas sur des sujets nominatifs et dans ma position actuelle, il est hors de question non plus que je prenne position sur ce dossier, mais je peux vous répondre de manière générale. Ce type de procédure existe toujours. La logique est de savoir à l'avance et de manière précise dans quelles conditions les transactions sont réalisées et de quelle manière elles seront soumises à l'impôt. C'est souvent une procédure qui est d'ailleurs très intéressante pour les groupes comme pour les administrations, puisque ça permet aux administrations d'obtenir des informations qui sont utiles ensuite pour porter un regard critique éventuellement sur les opérations qui sont réalisées par les groupes. Quand les multinationales utilisent des stratégies d'évitement fiscal, elles peuvent se faire prendre la main dans le sac. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de trouver des fiscs amis, entre guillemets, qui vont leur apporter la légitimité juridique de la stratégie qui est mise en place pour essayer d'échapper aux impôts. Bien que les impôts, ça passe mal, toujours mal. Faut sortir le portefeuille. Le principe est extrêmement simple. Le directeur financier de la multinationale va voir le fisc du paradis fiscal et lui dit voilà, ma stratégie de transfert des profits de la France ou de l'Allemagne vers la Suisse, vers le Luxembourg, les Pays-Bas, elle est la suivante. Il faut que vous me validiez cette stratégie sur le plan juridique. Et là, ce que font les paradis fiscaux, c'est qu'ils vendent leur souveraineté, c'est-à-dire leur capacité à écrire la loi, à écrire les règles. Et donc le fisc du paradis fiscal va dire « je vous donne un coup de tampon qui justifie que juridiquement, vous avez le droit de recourir à ce mécanisme ». Sauf que l'accord, généralement, il est secret, il est international et il est entre la multinationale et le fisc du paradis fiscal. C'est comme dans un bon mariage. La Suisse et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous avons eu du bon temps, avec des hauts et des bas, comme n'importe quel couple. Je suis plutôt confiant. Après les nombreuses discussions, nous obtiendrons un accord fiscal qui satisfasse toutes les parties. Tout le monde transpire quand tombent les impôts. Sans eux, ce serait pire. Le gouvernement sauterait bientôt. Si la multinationale obtient un accord préalable de prix de transfert, y compris avec le fisc français, alors a priori, c'est que c'est légal. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste. C'est-à-dire ça peut très bien
avoir été validé par l'administration fiscale, même si la situation devrait ne pas l'être normalement. Mais ce n'est pas pour autant que les salariés ont à pâtir de cette situation-là. Elles peuvent très bien se dire, nous, en tant que salariés, nous contribuons et nous n'avons signé aucun accord avec le fisc, nous n'avons signé aucun contrat commercial entre PGA Amiens et PGIO en Suisse. Donc pourquoi nous, en tant que salariés, nous devons être lésés par cette situation qui n'est pas juste, vraisemblablement? On tente de démontrer que l'assiette fiscale prise en compte pour le calcul de notre participation, elle est minorée. C'est-à-dire qu'en fait, la taille du gâteau, on dit qu'elle est comme ça, et nous, on dit que le gâteau, il est comme ça. Donc forcément que si tu minores le gâteau, tu minores notre participation, tu minores notre intéressement, mais au-delà de ça, tu minores les impôts que tu dois payer en France. Et donc, à un moment donné, face à un employeur qui refuse de discuter, qui refuse de négocier, si vous voulez avancer, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez faire appliquer les droits des salariés, eh ben, il n'y a plus qu'une solution, c'est le tribunal. Finalement, c'est le tribunal de grande instance de Nanterre qui a tranché. En 2020, les juges ont débouté les salariés de leur demande avec une justification qui soulève plus de questions que de réponses. La formulation est très claire. La demande donc, est irrecevable dès lors qu'elle tend à remettre en cause le montant du bénéfice net établi par l'attestation du commissaire aux comptes, quand bien même ces demandes sont fondées sur la fraude ou l'abus de droit à l'encontre des actes de gestion de la société. Je suis assez surpris de cette jurisprudence. Elle est bonne celle-là, elle est bien bonne. Dire que simplement parce qu'une entreprise a fait certifier ses comptes, comme toutes les entreprises le font, le juge ne peut pas aller plus loin dans la remise en cause du calcul des profits de l'entreprise parce que à partir du moment où c'est certifié, même en cas de fraude, on ne peut pas aller plus loin. Là, je suis vraiment très surpris. Malgré cette décision, les salariés veulent continuer à se battre. Au-delà de la partie financière, avant tout, il y a aussi la dimension sociale. C'est-à-dire, on peut pas. Moi, si je travaille, c'est pour gagner ma vie, voilà, c'est pour payer mes factures, c'est pour vivre. Mais aussi, les richesses qu'on crée partout, elles doivent servir à alimenter nos institutions, nos écoles, nos caisses de retraite, notre système de santé. Aujourd'hui, on peut pas. Le monde, il n'a jamais créé autant de richesses et on nous dit qu'on n'est jamais aussi pauvre. C'est-à-dire, il y a de l'argent pour rien. Il y a de l'argent pour. On crée des richesses et on nous demande de travailler plus longtemps. Plus on va créer de richesses, plus on va devoir travailler longtemps. Non, c'est paradoxal. À un moment donné. Plus il y a de chômage chez les jeunes. Donc la dimension là-dedans, c'est aussi cette action, elle représente aussi une redistribution des richesses. Et effectivement, dans les caisses de Procter & Gamble, il y a une montagne d'argent. PGIO en Suisse n'est qu'une petite étape vers le sommet. Selon les bilans et autres documents que nous avons pu consulter, entre 2013 et 2019, Procter & Gamble a fait remonter près de 500 millions d'euros par an depuis la Suisse jusqu'en Ohio aux États-Unis, où se trouve le siège de la multinationale. Pour transférer tout cet argent, il n'y a rien de mieux qu'un prêt. Un gigantesque, colossal, gargantuesque prêt de 15 milliards d'euros. En 2013, une société de Procter & Gamble en Ohio a octroyé un prêt de 15 milliards d'euros à PGIO via une série de filiales. Or, qui dit prêt, dit intérêt. Si vous faites un prêt chez votre banque, vous devez lui payer des intérêts tous les mois. C'est pareil dans ce cas, sauf qu'au lieu d'une banque, les sociétés de Procter & Gamble se payent entre elles. Et comme par hasard, ces paiements ne sont pas imposables selon les lois de l'Ohio. L'argent ne doit jamais croupir. Comme les vagues de l'océan, il doit rouler, circuler. Comme les courants de l'océan font la pluie et le beau temps, la circulation de l'argent contrôle toute l'économie. On peut utiliser une multitude de stratégies. Une méthode très utilisée, une filiale située dans le pays, dans le paradis fiscal, fait un prêt important à celle qui est située dans le pays où la taxation est importante. Et donc le remboursement des prêts oblige, en tout cas en comptabilité, quand on rembourse un prêt, on peut déduire de ses profits le coût des intérêts d'emprunt.
Bien évidemment, si l'emprunt a été important, les intérêts sont importants, la déduction des intérêts d'emprunt vient diminuer le profit et transférer ces profits à la filiale qui est située dans le paradis fiscal. On n'a jamais rien gratis. Via les paiements de ces intérêts, depuis 2013, PGIO a fait remonter 3,4 milliards d'euros en noyau, une moyenne de plus de 500 millions d'euros par an. 15 milliards d'euros, sans un centime de taxe dessus. C'est beaucoup d'argent. Pour vous donner quelques repères dans cet océan de cash non imposable, voici ce qu'on peut faire avec 15 milliards d'euros. On peut s'acheter Lucasfilm, la maison à l'origine de Star Wars. Puis s'acheter Instagram, couvrir le manque à gagner généré par la suppression de l'ISF, Parce que c'est notre projet! combler le déficit de la sécurité sociale. Et il nous resterait encore de quoi faire un an de teuf comme Carlos Ghosn à Versailles, ainsi que régler l'addition de quelques milliers de dîners aux Fouquet's. Je trouve assez surprenant qu'on est dans un pays qui signe des accords avec des multinationales, et ces accords sont extrêmement défavorables pour les budgets de l'État, et je ne crois pas à la théorie que nous sommes dans l'obligation d'accepter ces situations-là, que nous devons faire comme si c'était normal et que nous n'avions pas le choix et que nous avions un couteau sur la gorge et que nous devions faire ce que les multinationales demandent. Non. Il y a des règles, ils doivent être appliquées à tout le monde, et puis il n'y a pas de raison que les multinationales ne payent pas leur juste part. Pour nous, c'est de la démesure, quoi, si tu veux. Quand tu vois qu'on n'est pas capable de te réparer un chiotte ici et qu'on remonte des sommes comme ça, j'ai toujours du mal, quoi. C'est ça aussi qui fait le côté de plus en plus revendicatif. C'est le fait d'être berné en permanence et de se rendre compte au final des montants qui sont reversés. Ça, c'est clair que là, au bout d'un moment, ça énerve. Souvent, quand on parle d'optimisation fiscale, on a l'impression que cela ne nous regarde pas vraiment. Ces flux de milliards sont abstraits et distants. Quelque chose qui n'a rien de concret et qui paraît exister dans un autre univers. Celui de la finance et des paradis fiscaux. Cette histoire nous apprend pourtant autre chose. Elle s'immisce jusque dans nos fiches de paye et donc dans nos poches. Et ça, c'est du concret. Malgré nos demandes, le groupe Procter & Gamble n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'argent doit circuler, circuler de tous côtés, circuler, circuler sans s'arrêter. Il faut le diriger, surveiller beaucoup. Si vous voulez voir vous rapporter de gros sous, l'argent doit circuler, circuler, il doit se balader, sortir des poches et des porte-monnaies. Ce n'est pas à ne pas trouver, l'argent ça doit circuler. L'argent ça doit circuler.